mon invitée aujourd'hui est Christelle Hachette, auteure et médium, qui a reçu des savoirs liés à son initiation personnelle. Elle va nous expliquer les déconditionnements nécessaires pour nous reconnecter avec nous-mêmes. Bonjour Christelle. Bonjour Florinette, je suis ravie d'être ton invitée et hâte de parler. Moi aussi, je suis vraiment très heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors là, tu vas donc nous expliquer un petit peu tout ce que le rôle de l'âme, un petit peu le chemin initiatique qu'on devrait à faire en fin de compte pour effectivement nous libérer, pour être sur un chemin libérateur de tout ce qui nous pèse, qui nous emprisonne dans ce monde matériel. Absolument, je vais parler d'une voie de conscientisation et bien sûr de ce que j'ai vécu moi-même, parce que cette instruction est basée sur ma propre initiation et c'est un partage et un témoignage avant tout. Tu l'as souligné, je suis médium, mais c'est juste un axe de transmission, la médiumnité, parce qu'il y a différents types de médiumnité. Ce que j'aimerais inviter les auditeurs qui nous écoutent, c'est d'intégrer qu'au départ, on vit comme dans une bulle, c'est-à-dire une forme de transe hypnotique, et que nous ne sommes pas conscients du réel. Alors, tu parlais de l'âme, parce qu'on va voir qu'il y a un lien. Hein. L'âme, la psyché, ça prend différents termes, en fait, c'est tout un mémoriel qui est lié à notre vécu en tant qu'entité terrienne, mais pas que, mais on va déjà parler de cette forme d'existence en tant que terrien sur cette planète. On a emmagasiné au fil du temps, alors c'est des éons, on ne peut pas vraiment, une forme d'expérience dans la matière qui nous font en fait charger. Alors je vais prendre comme analogie un disque dur. L'âme fonctionne vraiment comme un disque dur. Tu vois, nous avons un ordinateur face à nous qu'on peut comparer au corps égaux. Et l'âme, c'est la disquette, le disque dur qui va engranger, collecter plutôt, tout qui va être écrit, dit en termes d'images, de photos, voilà. Donc pour l'être humain, ça sera les émotions, les actions, les pensées qui vont être enregistrées sur ce disque dur. Et l'esprit, parce que venons à l'esprit n'est pas l'âme. L'esprit, en fait, c'est le courant, l'électricité que tu vas brancher pour alimenter ton ordinateur et que tu puisses utiliser cet ordinateur et que tu puisses, donc c'est une onde, c'est une information, et cet esprit, il nous faut le contacter au-delà de ce qui est déjà engrangé, donc de cette fameuse disquette en fait, et apprendre à savoir comment cette disquette est formatée, justement. Le formatage, c'est la fameuse programmation karmique. Ça, c'est un concept. Et cette programmation karmique, il va falloir nous l'analyser, la décrypter le plus tôt possible. Mais quand je dis le plus tôt possible, c'est quand on le souhaite, quand notre conscience est appelée à évoluer. Nous sommes bien d'accord. Et ce chemin de conscientisation, tout d'abord, il faut déjà s'interroger sur quelles sont nos failles. Les fameuses failles de l'âme, c'est un concept des postures karmiques que j'ai reçu justement des plans systémiques et que j'ai rendu accessible autour d'une roue sous forme de 9 points. Et ces 9 points, en fait, sont une explication en fait, des formes égrégoriales que nous recevons à la fois de notre transgénérationnel, bon, tout simplement nos aïeux. Voilà, donc ces liens qui transmigrent dans notre petit sachet, souvenez-vous du disque dur, ces formes qui sont véhiculées par notre lignée familiale, tout simplement, mais aussi pas que. Donc c'est la lignée familiale, mais aussi c'est les interactions qui se passent dans des plans, ce qu'on appelle les plans astraux, puisque la psyché, elle évolue dans ces plans-là, c'est-à-dire c'est le plan quelque part qui est lié à notre émotionnel et ça forme justement l'illusion
de ce que nous vivons, hein, tant que nous ne sommes pas dans ce fameux réel que j'abordais en tout début d'entretien. On va voir que, par exemple, en prenant la faille de l'âme de la posture, donc de la trahison, la personne va hériter en fait d'un secret de famille qui est lié en fait à un comportement d'un aïeul qui n'a pas répondu aux attentes en termes de catégorie, hein, d'époque, parce que ça c'était par époque, mais il y a eu une faille, une fracture qui a fait que c'est en fait cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère qui a été vue comme la porteuse de troubles dans la lignée parce qu'elle n'a pas répondu à ce qu'on attendait d'elle, soit sur le plan ce qu'on attend d'une femme à cette époque-là, sur la bonne conduite, sur la capacité à élever dignement ses enfants. Vous voyez, il y a comme un manquement, et c'est lié aussi à une méfiance qui va être transmise dans cette famille, et cette personne va avoir de cesse en fait de rectifier, parce qu'elle porte en fait l'engramme, puisque le royaume des morts est vraiment tout proche du royaume des vivants. Elle va y avoir un jeu, si vous voulez, de transfert entre cet égrégore, cette posture karmique et la vie dans la matière de la personne incarnée, qui va avoir une pression, mais c'est évidemment invisible, hein, c'est inconscient, hein, encore une fois c'est l'astral, de devoir rectifier au nom de cet aïeul, cette posture. Donc pendant qu'elle est sous cette influence de la faille, elle ne vit pas vraiment tous ses potentiels. La capacité à comprendre comment cette faille nous habite va faire de nous, au fur et à mesure, des êtres plus conscients. Parce que la manipulation des plans, et c'est ça la voie de conscientisation, c'est de comprendre que nous ne sommes pas les maîtres à bord de notre véhicule psychique, de notre âme. Qu'il y a des influences, des entités, je reviens sur les postures karmiques, qui vont façonner en fait notre façon d'être. Et à ce moment-là de notre évolution, nous n'avons pratiquement aucun libre arbitre. Simplement, l'ego nous fait croire, donc l'ego c'est l'autre versant de l'âme, hein, incarné donc dans la matière, dans notre corps de chair, dans la création de cette personnalité qu'on prend comme la sienne, mais en fait qui est une version erronée de nous-mêmes, mais qui va nous faire agir dans la matière. Donc, en prenant compte de cette faille, hein, j'ai pris la trahison, on peut prendre le pestiféré sur la posture 7, il y en a parfois plusieurs hein, au sein d'un même consortium, hein, il n'y en a pas forcément qu'une, on va commencer déjà à ouvrir un peu plus les yeux en disant « Ah oui, mais le choix de ce conjoint, le choix d'avoir 3 enfants et pas 1, mais est-ce que c'est moi qui l'ai choisi ? Le choix de ce métier, par exemple, moi je pensais avoir cette vocation, mais je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Il y a quelque chose qui me fait dire que je ne suis pas à la juste place. Ce sont les influences de cette transgénérationnelle. Ce sont l'influence de ces entités, de ces intelligences qui vivent sur ces plans-là et qui veulent extirper quelque part, parce que derrière, c'est toujours la même chose, je le dis avec le sourire, c'est mieux, il y a beaucoup de souffrance. Parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle une perte de repères, une perte de croyances. Parce que dans les familles, les croyances, c'est vraiment le lieu où tout se véhicule sur comment on doit se comporter, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est valorisant. Et donc, avec la faille de l'âme qui vient des plans astraux, il va y avoir la création dont j'avançais, de la personnalité, de la fausse personnalité. Et dans le cheminement donc, de l'être en conscientisation, donc du futur initié, hein, il va y avoir une approche intéressante, c'est de voir comment il a créé cette fausse personnalité. Et là, je vais vous parler de l'Ennéagramme. L'Ennéagramme, donc ça veut dire 9 points, regardez, avec l'Ennéagramme des 9 personnalités. L'Ennéagramme, c'est avant tout un glyphe, un symbole. Vous voyez que c'est un cercle, avec tout le concept du cercle de 360 degrés. Derrière, il y a 360 génies aussi. Du triangle, avec la loi de 3. Vous avez un hexagramme qu'on va voir, qui forme une figure géométrique.
mais on peut inclure à l'intérieur tous les solides de Platon, c'est-à-dire le pentagramme, l'hexagramme, le septagramme, l'octogramme et l'étoile à 9 branches. Donc, on a vraiment toutes les lois cosmiques qui sont représentées à l'intérieur de cette figure. C'est très ancien, alors il y a des batailles du clocher, je n'entrerai pas là-dedans de savoir qui a découvert ce glyphe, c'est pas très intéressant. Ce qui est important, nous, on va aujourd'hui s'intéresser plus particulièrement à l'énéagramme des personnalités. Cette approche, par contre, il y a quelqu'un quand même qui l'a formalisé, c'est Oscar Ichazo, qui est un psychiatre, qui est décédé tout récemment d'ailleurs, psychiatre, mathématicien, il a plusieurs sciences à son arc, et il a mis à jour, vous voyez, ces 9 formes, ces 9 mondes en fait, hein, ce sont des mondes qui sont liés à une façon de fonctionner. Donc comme je parlais des failles de l'âme avec les postures karmiques, voilà, on a vu tout à l'heure, il y a ensuite, dans la personnalité incarnée, une pression qui va se faire pour correspondre à ce qu'attend notre père, notre mère, la fratrie, le monde derrière. Et en répondant à ces injonctions, nous allons trouver une légitimité à exister. Et ça va se fracturer en 3 points. Donc, de 0 à 3 ans, de 3 ans à 6 ans, de 6 ans à 9 ans. Et ces 3 points d'achoppement, ça représente en fait nos fonctionnalités au niveau de nos 3 centres d'intelligence qui sont le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental. Donc, selon ce qu'on va vivre avec notre mère entre 0 et 3 ans, notre père entre 3 ans et 6 ans, la fratrie, le monde entre 6 et 9 ans, nous allons développer une façon d'être qui va devenir une forme égotique, qui va nous rassurer. Et là, donc, on va pouvoir identifier le perfectionnisme, l'indépendant, ce sont des mots. Mais derrière, il faut bien comprendre, je veux bien que tu montres les blessures originelles, que c'est lié, ce fractionnement est lié à une blessure originelle qui va en fait constituer et se renforcer par rapport à la faille de l'âme qu'on a vue tout à l'heure, avec le trahison, féminin maltraité, etc. Et là, avec cette blessure, donc je vais essayer quand même d'être très précise dans ce que je vous dis, c'est un choc au niveau émotionnel qui va se jouer dans le développement du petit enfant. Et pour survivre, pour conserver en fait l'attention de sa mère, de son père, il va donner le change en prenant une façon d'être pour plaire en fait. Si on voit par exemple le contrôlé du point 2, qui est l'indépendant altruiste, le contrôler, en fait, c'est le sentiment d'être sous surveillance par rapport au père. Parce que, comme je vous disais, ça fonctionne avec 3 centres d'intelligence. Le premier centre, c'est l'instinctif, 8-9-1, maltraité, abandonné et mal aimé. Et ensuite, on a le centre de l'émotionnel, donc des relations, des sentiments, contrôlé, ignoré, critiqué. Donc, ce contrôle que cette personne, ce petit enfant, a l'impression d'avoir subi de la part de son père, il va le manifester sous une forme de frustration qui sera son point choc. Le point choc de la frustration va faire qu'il va comprendre que pour être apprécié de son père, et ensuite évidemment des hommes, ça s'adresse aux femmes comme aux hommes, je parle au féminin, mais là c'est femmes et hommes. Il va développer, ou elle va développer une personnalité d'indépendant pour sortir justement de ce contrôle excessif. Mais en voulant être indépendant, il va vouloir lui contrôler les autres et s'occuper des autres avant lui-même. Vous voyez ? Donc tout ce schéma, je ne vais pas rentrer non plus trop dans cette mécanique, mais plus on va aller observer d'un œil le plus distancié possible nos façons de réagir, d'agir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nous-mêmes, plus on va comprendre que nous sommes manipulés. Et cette manipulation, c'est le déclencheur. C'est comme ça que les vrais éveils, en fait, démarrent.
Parce qu'on va aller voir, c'est le travail avec la fausse d'Hadès, toujours pareil, hein, c'est de comprendre nos mondes intérieurs pour savoir comment ils se projettent sur l'extérieur. Comment, en fait, notre attention que nous donnons à l'extérieur, en fait, ne dépend uniquement que du manque d'attention d'ailleurs, ou de la surattention que nous avons reçue et qui a formaté cette force personnalité. Alors, c'est pas qu'il faut tout renier, mais il faut faire un tri. Il faut arriver à comprendre ce qui nous constitue de ce qui nous appartient pas. Et plus on va faire le tri, plus on va comprendre en fait que la pensée initiale qu'on croyait la nôtre ne nous appartient pas. Alors, je vous dis en accéléré, mais ces pertes de repères et de croyances, ce sont des petites morts les unes après les autres. C'est une grande souffrance. Et cette souffrance, c'est pour ça qu'il ne faut pas se perdre, c'est bien aussi de faire des breaks, hein, je dirais. Il faut aussi avoir une autre passion pour faire des équilibres. Donc chacun avançant évidemment. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a une prédestination de toute façon. Hein. On ne part pas tous à aux mêmes lignes de départ et forcément il est illusoire de penser qu'on peut arriver à la même finalité. Donc déjà ça fait baisser la pression quand même intérieure. Donc ce cheminement de perte, je vous disais, de cette fausse personnalité, va vous amener à observer comment les facettes égotiques en vous fonctionnent. Donc ça va, déjà, on va comprendre pourquoi les autres, on ne peut pas s'entendre avec certains types de personnes parfois. On dit avec elle ou avec lui, ça ne matche pas. Si vous êtes quelqu'un qui fonctionne dans un mental pur et puis qu'une autre personne fonctionne avec un émotionnel exacerbé, il va y avoir forcément des choses qui vont vous être étrangères. Parce que son filtre de perception ne sera pas le même. Donc, en vivant tout ça, parce que ça, c'est pas qu'avec l'intellect mental, donc c'est l'intellect inférieur. C'est en vivant, à chaque fois que vous avez un événement dans votre vie, un licenciement, un divorce, une déception par rapport à un contrat que vous pensez avoir, et puis finalement, ça capote au dernier moment, dans la famille, par rapport à ses enfants aussi, attention, toutes les projections et les attentes des parents envers les enfants. Savoir s'il y avait aussi des impacts des maladies, parce que souvent dans des familles on voit qu'il y a une répétition, ça engendre des hérédités psychologiques, et ça m'a fait penser aussi à Anne-Marie, alors je ne sais plus son nom, qui avait écrit Aïe mes aïeux. Et c'est Finkenberger, voilà. Et dans ce livre aussi, dans son ouvrage, elle disait que elle avait accompagné durant plusieurs années, plus de 20 ans, des gens gravement malades. Et elle a été vraiment très étonnée de découvrir ces répétitions familiales dans la lignée des personnes souffrant de graves maladies le plus souvent. Et qui en plus étaient non génétiquement héréditaires. Mais elle s'est rendue compte que c'était des liens transgénérationnels. Et en fait, absolument. Voilà, tout ce que tu nous expliques, moi, ça me fait comprendre tout ça, que c'est des répercussions. En fin de compte. Exactement. Ce sont des boucles, c'est l'ouroboros, en fait. Ce sont des états vibratoires qui migrent par la lignée de sang, parce que le sang aussi, c'est la kasha, en fait, de cette âme. C'est pour ça qu'il y a plein d'informations importantes dans le sang. Donc c'est vrai au niveau de la génétique, mais c'est vrai aussi au niveau de l'épigénétique. À savoir qu'un enfant qui a été adopté, même à l'autre bout du monde, qui est asiatique, avec un couple européen, va développer, ou peut développer, c'est pas systématiquement, a grande chance de développer les pathologies d'ancêtres qu'il n'a pas connus. Donc là, tu vas me dire, mais ça contredit un peu ce que tu disais avant. Pas du tout. Ça veut dire qu'il y a un seuil, il y a un terrain qui va prédisposer par l'influence vibratoire de l'environnement, et c'est là que jouent ces fameuses intelligences qui vont aller récolter on va dire le code de la maladie pour le transmettre aux nouveaux venus dans le cercle familial. Parce que c'est une façon de communiquer, la maladie. C'est aussi, ça fédère. Parce qu'on s'aperçoit aussi que, comme tu le disais, les maladies, les fragilités psychiatriques et psychologiques, même si les deux se rejoignent, ça se transmet dans la famille. Donc, voilà, c'est un état
de conscience, un état de fragilité, hein, là en l'occurrence, mais qui va permettre à ce noyau familial de se fédérer. Bon, là, je suis un peu partie un peu plus loin de ce que je voulais dire. Et plus on va en fait comprendre l'interaction de ces jeux qui sont liés au karma, parce que le karma, c'est quoi? Là, on est en train de parler du karma. Hein. C'est régler des failles, des ancêtres, des intelligences par voie de répétition. Donc, voilà, on fait les choses par morceaux parce que parfois ça peut être lourd, mais l'intention et les actes qu'on va poser, hein, et puis c'est aussi les choix qu'on va faire par rapport à ce qui va venir comme information. Apprendre à ne pas adhérer systématiquement, apprendre encore une fois, à comprendre la pensée qui vient en nous et faire cette sélection de est-ce que ça vient vraiment de moi, mais de qui ça vient. Hein, et ça nous permet d'être de plus en plus conscients, puisqu'on parle de ça avant tout. Et moi, j'aimerais parler de la voie de l'initié solaire, en fait. L'initié solaire, en fait, c'est un retour. Et tout ce dont je vous parle, en fait, c'est un retour vers sa vraie personnalité, mais je vais enlever ce terme même de personnalité, je vais parler d'identité. C'est de comprendre quelle est notre identité cosmique. Au-delà de cette fameuse personnalité, bon, il y a l'approche de l'énéagramme qui est extrêmement puissante, mais peut-être en existe-t-il d'autres. Hein. Ce n'est qu'un instrument, le l'énéagramme. C'est ça que je veux vous dire, ce n'est pas une finalité. C'est un instrument qui va nous amener à comprendre notre réelle individualité. Et c'est un retour d'individuation dont je vous parle. De l'extérieur, souvent l'initiation lunaire nous parle. C'est intéressant, je ne vais pas opposer les deux, c'est intéressant. On va comprendre à manipuler les énergies extérieures, peut-être par sorte de rituel, que sais-je, de suivre un gourou, de suivre... Bon, quelle que soit cette initiation lunaire, elle a plutôt tendance à nous éloigner. Moi, ce que je dis, les nouveaux initiés, justement, c'est de comprendre que c'est notre point central, notre solarité qui est important pour vraiment accéder, et bien là, je reviens sur le début, à cet esprit, à ce contact énergétique qui va nous brancher à notre vraie source et pas une fausse source astrale qui nous manipule et qui vit entre guillemets sur notre dos. Donc, je le redis, les prières, l'adombrement aux faux dieux, tout ça, dans l'être de demain que nous sommes en train de devenir, en tout cas pour une partie de l'humanité, doit commencer à mettre tout cela de côté. Mais par étapes. Il n'est pas question de tout jeter parce qu'on en a eu besoin à un moment donné. Mais si on veut poursuivre ce retour vers nous-mêmes, c'est vers quoi on va tendre. Donc l'individuation, c'est épurer dans notre sac, souvenez-vous du disque dur, hein, tout ce qui ne nous concerne pas. Ah ça, ok, c'était le rêve de la grand-mémé. Je voulais être pianiste, mais moi, ok, j'ai cru comprendre que je voulais être pianiste, mais en fait, non. Moi, j'ai envie de chanter. J'ai envie d'être sur scène et puis j'ai envie de vivre de cette voix, de partager des émotions, etc. Donc, c'est en faisant de plus en plus le tri là-dedans que nous allons vraiment comprendre qui nous sommes. Vraiment, oui. Je t'écoute et c'est vraiment incroyable parce que je me dis, mais une fois qu'on a compris ça, qu'on a en fin de compte déconstruit un à un les filtres de nos égos, de nos croyances familiales, éducationnelles, oh là là, mais mon Dieu, quel soulagement! On se dit presque, on enlève nos fardeaux et puis là, mais je comprends vraiment comment on se dit, mais reconnectez-vous avec vous-même parce qu'on se dit, mais oui, en fin de compte, c'est des valises lourdes qu'on porte et qu'on ne devrait pas. Mais une fois qu'on a vraiment mis la lumière sur tout ça, là, oui, c'est un vrai soulagement. Alors, le soulagement, Florinette, dont tu parles, il est réel, tu en parles bien, mais ça passe aussi par ce que j'appelle la nuit de l'âme. C'est on perd ses repères, mais on ne sait pas où on en est. Donc, c'est des entre-deux, parfois avec des fluctuations émotionnelles qui sont, il faut le dire, pas agréables. Mais c'est grâce à ces chocs vibratoires que vous êtes en fait en train d'évoluer véritablement vers un peu plus qui vous êtes. Donc, il faut accepter. Et je dis toujours, il faut accepter, il faut accueillir vraiment comme une bonne augure une dépression, je dirais. C'est, voilà, dépression en deux mots, hein, c'est une pression
qu'on va subir en nous-mêmes pour aller extirper ce qui est caché, ce qui peut ressortir. Donc c'est là qu'il faut laisser ce mouvement, hein, ce retour vraiment vers soi, d'individuation, et d'aller toucher vraiment ce Graal. Le Graal, il est là, hein, la coupe, la fameuse. Hein, c'est ça, c'est ce noyau central, ce qu'on appelle aussi le centre de gravité conscient, qu'on va à ce moment-là faire émerger. Tu voulais dire quelque chose, hein, je te vois. Non, non, c'est bon. Non, non, non. Je suis entièrement d'accord. Le Graal, ce que tu as expliqué, là, je le ressens Voilà. vraiment. Et ça, c'est l'initiation solaire, tu vois. Voilà. Bon, j'oppose, les deux sont intéressantes, mais la solarité, on va dépasser en fait. Parce que le monde lunaire est quand même un monde de programmation et de soumission en fait par rapport à ces hiérarchies qui sont intéressantes. Elles ont fait leur job. L'être humain en avait besoin. Mais l'être humain en réelle évolution, demain, n'aura plus besoin de ces béquilles, n'aura plus besoin de donner de son émotion, de donner de son attention à tout ça. Voilà. Donc, oui, c'est un thème qui est intéressant et qu'il faut creuser. Ce retour vers l'individuation, donc dire le soulagement, etc., on commence à avoir ce que j'appelle une programmation créative. De la programmation karmique ouroboros fermée, où je répète du style ma grand-mère a eu son enfant à 18 ans, oh ben tiens, comme par hasard, moi j'attends un enfant à 18 ans. Je ne sais pas, et pourtant je ne voulais pas forcément être mère à cet âge-là, mais l'organisation des événements a fait que j'ai attendu un enfant à cet âge-là. Donc, bon, voilà, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Mais c'est toujours intéressant de donner des exemples concrets parce que ça résonne chez les gens à ce moment-là. Donc, plus on va sortir de cette programmation avec de l'humilité, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile aussi. Et puis, c'est OK si on n'y arrive pas, il n'y a pas, voilà, on n'est pas noté à la fin, hein. Quoique, à la fin et le passage, oui. Ça ne sera en fait que le résultat de ce qui aura été œuvré sur ce plan-là. Donc, courage, intelligence, volonté et amour, hein, les trois piliers, l'intelligence, la volonté, l'amour, c'est comment ça qui nous fait avancer. Et là, on va être capable, après X années, ça peut aller vite parfois aussi, d'entrer dans une réelle créativité de nous-mêmes. Et cette créativité, c'est parce qu'on va avoir le contact avec l'esprit. Là, il va y avoir contact. On ne va plus fonctionner qu'avec l'âme, même s'il y a des choses sympas. Vous savez, vous allez dans un endroit, puis vous vous sentez bien, vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est la musique qui est en train de passer? Il y a une musique que vous entendez qui vous l'avez jamais entendue sur ce plan-là, vous ne savez pas, mais les intonations des instruments musicaux vous mettent dans un certain état. Donc là, c'est agréable, mais c'est toujours des mémoires d'âme, c'est ça que je veux dire. Donc cette déconstruction de la forme, c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle, c'est moi qui l'appelle comme ça, la fusion de l'âme et de l'ego. C'est-à-dire que votre ego va filtrer et se fondre dans cette âme qui va se réduire et qui va être beaucoup plus légère pour pouvoir fusionner avec l'esprit. Et dans une journée, vous pouvez être en contact avec votre esprit. Alors, on peut aussi, selon certaines traditions, l'appeler le double, hein, le double éthérique, le double cosmique, l'ajusteur de pensée. Il y a plein de termes derrière. En tout cas, cette connexion avec la source qui nous fait vraiment avoir une pensée qui vient pour le coup. Alors là, ça vient de nous. Donc, même si je vous explique, parce que moi, voilà, je vis ça, je n'ai pas réussi forcément à trouver les mots pour vous dire dans quel état vous allez être à ce moment-là. Vous allez le comprendre quand vous allez le vivre. Parce que ça fait comme un sifflement, un temps mort, et il y a une immédiateté qui vient, et vous savez que c'est différent que d'habitude. Je peux pas, voilà, ça vient et c'est comme ça. Donc, comment on sait qu'on change en fait? Ce n'est que la vibration qui est intérieure, et c'est la façon dont vous allez percevoir le monde et que les autres vont vous percevoir. Donc, les tris de relations, d'amitié, les tris aussi de goût. C'est-à-dire que
vous pouvez avoir même le goût certains goûts alimentaires ou même des goûts musicaux, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, ou des goûts vestimentaires, ou bien des valeurs, puisque les valeurs, et puis elles vont se mettre à changer. Mais vous savez, ce n'est pas un événement forcément particulier qui va vous faire changer votre monde intérieur, c'est vous qui n'êtes plus la même personne. C'est-à-dire que la Florinette, par exemple, d'il y a 2 ans, mais elle n'a rien à voir avec la Florinette maintenant. Voilà, tout son vécu vibratoire, elle l'aura transformé avec une nouvelle entité Florinette. Ah, tout à fait. Ouais. Ouais, je comprends bien ce que tu veux dire. Ouais. Et en fait, en plus, on est hors d'atteinte des égrégores de manipulation dans ce monde. De plus en plus. Ah, c'est pas. Voilà. C'est puissant derrière, ce sont des génies qui régissent même des lois cosmiques et tout ça. Donc c'est OK. Mais on est moins ballotté. Voilà. Il y a moins de doutes. Voilà. Un des indicateurs, c'est qu'on ne va plus aller un coup dans la foi absolue, donc la croyance aveugle, ni dans le doute. Ah, je ne sais pas, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je sais bien faire comme ça? Vous le savez, puis point barre. Il n'y a ni de foi d'adoration, ni de doute de scepticisme. C'est vraiment une polarité centrique. Donc, et les peurs diminuent. Parce qu'en fin de compte, on acquiert de plus en plus de confiance. Oui, on est quand même baigné dans un monde de peur. Donc, en fin de compte, ce chemin-là nous invite aussi à avoir de plus en plus confiance dès qu'on est connecté avec de la source, avec notre esprit. Comme tu le dis, il y a moins de crainte parce que la crainte, c'est vraiment l'obstacle majeur de l'évolution. Voilà. C'est la crainte. C'est vraiment. Moi, je dis, quand on commence à voir, la colère émotionnelle, c'est aussi un poison, mais ça commence à être un moteur qui est intéressant. Ça commence. C'est-à-dire que l'être commence à s'ériger face à quelque chose. Il doit faire évoluer cette colère vers ce que j'appelle une colère mentale. Elle n'est plus au niveau de j'aime, j'aime pas, ça m'énerve, oh là là, oh les pauvres ci, oh les pauvres ça. Non. On commence à se détacher de tout ça. Et ce qu'on va avoir, c'est une mentalisation de cette colère et un écœurement. C'est l'écœurement. Ça, c'est voilà. C'est quand on en a marre, on est écœuré parce qu'on a compris plein de choses, on sait plein de choses, mais on ne sait plus comment faire non plus. Et à partir de cet écœurement, là, vous commencez à avoir une légitimité par rapport au plan. Les gardiens du seuil vous disent, c'est des récompenses, mais par rapport à vous-même. Hein, et là, vous allez pouvoir dealer, je dirais, être d'égal à égal avec ces entités, avec ce monde-là. Parce que entité, derrière, c'est tout et n'importe quoi. Hein. Je vois qu'à un moment où je dis ça, il y a un passage intéressant de bruit. Ils ne sont pas contents. Je continue. Ah oui, je touche des points. Donc, les entités, il y a le royaume des morts. La plupart des anciennes personnalités vivantes, en fait, sont stockées dans ces magmas astraux. Hein. Ils sont récupérés, récupérés. On ne va pas prendre la théorie où on te force à aller dans un corps, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, les mémoires sont retravaillées par des hiérarchies, oui, c'est vrai, pour être reconditionnées. Et l'idée, quand on travaille sur cette voie de conscientisation, c'est qu'on est tellement centrique, tellement compressé, qu'on ne peut plus être dilué. C'est qu'ensuite, on va sortir. Oui, tout à fait. C'est tout ça. C'est arriver au monde morantiel, donc au-delà du supramental, au-delà. Parce qu'il y a encore d'autres mondes. Hein. Ça ne s'arrête pas qu'au supramental. Hein. Il y a les mondes divins ou supérieurs, il y a encore. Mais en tout cas, on ne fait plus partie de ce plan terrestre de réincarnation. C'est terminé pour nous. Notre œuvre, elle va s'œuvrer sur d'autres plans. D'accord. Et c'est ça qu'on appelle les 9 voies d'éveil, qu'on arrive à… Encore autre chose, non. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas. Les 9 voies d'éveil, en fait, c'est la vertu qu'on va trouver par rapport à la blessure originelle, pour la compenser. D'accord. On peut en prendre une, tu peux les mettre, hein, les 9 voies. Oui, tiens, je vais en prendre. Donc, prenons la voie de la vérité, par exemple, la posture 3. Alors, enfin, c'est pas une posture, point 3. La voie de la vérité, en fait, ça revient
La fixation 3, qui on l'appelle le frimeur, en fait la passion, parce que derrière c'est les 9 passions aussi, mais je ne reviens pas sinon c'est trop long à décrire, qui sont le mensonge. En fait la personnalité 3 qu'on appelle le frimeur, il baigne quand même au niveau de ce qu'il a à dépasser, il dépend du centre de la colère, du mensonge. Donc c'est un mensonge qu'il fait aux autres, mais c'est surtout un mensonge à lui-même pour paraître important, pour paraître battant, pour être toujours dans l'action, chercher la réussite. Donc, vous voyez, on ressent la course en fait au succès. Et derrière, il y a un moment quand cette prise de conscience sur ce type de personnalité commence à intégrer en fait le jeu qui se fait en lui, du mensonge qu'il se fait à lui-même, parce que en fait, il veut regagner l'estime du père, mais je vais parler là parce qu'après, c'est carrément faire un cours d'onéagramme des personnalités. Et ben, il va devoir comprendre que sa voix, sa vertu à lui, pour sortir de ce mensonge-là, ça va être la voix de la vérité. C'est accepter de ne plus être dans le faire, poser les choses, accepter de ne pas vouloir plaire absolument aux autres, de ne pas avoir forcément le retour de l'approbation. Accepter, voilà. Donc, par exemple, c'est la voix de la vérité. C'est la vérité que il est juste à sa place, qu'il n'a pas besoin d'en faire trop, d'en faire toujours trop, de porter forcément le flambeau du succès là où il est, hein, dans son travail, dans le couple, auprès de sa famille, de ses amis, de sa communauté, etc. Voilà ce que c'est que les 9 voies de veille. Donc ça reprend en fait les 9 points égotiques de chaque personnalité. La voie de la perfection, on l'a vu, c'est le perfectionniste. Pour plus qu'il soit dans le perfectionnisme, mais dans une perfection équilibrée de ce qui est juste. Oui, voilà. Donc c'est très fouillé, mais c'est tout un enseignement pour ça. Voilà, donc j'ai pris cet exemple du 3 qu'on appelle le battant, le frimeur, selon les différentes écoles, mais en tout cas qui est lié à une personne qui est en quête quasi permanente de briller, d'avoir des retours. Mais ça a l'air sympa comme ça, mais pour lui, c'est une souffrance. Mais la plupart sont en transe hypnotique, ne s'en rendent pas compte, ça les fait vivre. Mais quand la personne, encore une fois, se rend compte de cette façon de fonctionner, c'est le début. Voilà. Tu vois? Donc, oui, tout à fait. C'est un sacré cheminement quand même. C'est de l'observation, hein. Ça passe par l'observation, ça passe par la perte, comme on l'a dit, on va pas revenir, de ces croyances. Moi, je dirais même, il faut arrêter de croire. Il y a un moment, il faut dire, mais bon, la croyance, on est encore dans le monde de l'astral. Il faut savoir, une fois qu'on sait, le contact avec l'esprit, c'est bon. On passe à autre chose. Mais ça se fait pas. Ce que je te dis, c'est un cheminement. Ça ne se fait pas. Il y a des étapes pour y arriver. Jusqu'à là. On ne peut pas sauter une marche, quoi. C'est vraiment pas à pas qu'il faut faire ces étapes. C'est des étapes initiatiques. Oui. Et ça, tu le décris, je trouve aussi extrêmement bien dans ton ouvrage, qui est donc, je vais le présenter, c'est le chemin du soi et des mondes spirituels. Oui. Et là, vraiment, tu décris toutes ces étapes initiatiques. Donc, en plus, moi, j'ai beaucoup aimé ton ouvrage parce que c'est plus qu'un livre, je prends ça plus pour un guide. Oui, c'est vrai, on peut le prendre au milieu, revenir, même s'il y a un cheminement. Voilà. C'est un guide. Et en plus, on retrouve dans ton ouvrage les schémas qu'on a partagés tout à l'heure. Et c'est bien parce que c'est clair. Oui. Eh bien, si on peut, ça me fait penser que tu peux mettre le schéma de la conscience d'un être humain qui va reprendre un peu le magma qui empêche le noyau et tout ça, le retour de l'individuation. Donc celui-ci, voilà, nous parle de l'essence, ce fameux esprit qu'on doit aller chercher, hein, qui est au centre. Donc, avant d'y arriver, il y a tout des strates, déjà l'ego et les forces et agrégats négatifs, les liens avec les intelligences dont j'ai parlé. Hein. Il y a les postures karmiques, le fameux karma par les aïeux, hein, et donc aussi ces fameuses entités interdimensionnelles qui vont empêcher l'être. L'être, en fait, il se situe tout en périphérie de ça, vous voyez ? Oui, c'est ça, oui. Et c'est la cuirasse de protection qu'il faut crever pour aller vers cette essence. Oui, c'est ça.
faut vraiment passer toutes ces barrières en fin de compte. Ouais, c'est des barrières, c'est des mondes intérieurs. Ouais, c'est ça. C'est des mondes intérieurs qu'il faut aller. C'est un voyage. Hein. Et cette cuirasse de protection, donc qu'on nomme la fausse personnalité, c'est un gardien pour que la matrice, en fait, continue à avoir lieu. Mais c'est OK maintenant. C'est-à-dire que il faut bien qu'il y a des gens qui veulent tout le temps être dans le rôle du sauveur. Donc, si on reprend le triangle de Karpman, sauveur, bourreau et victime, on peut aussi le voir autour des 9 points. C'est qu'on va prendre, en plus des 9 trucs, une tendance ou une autre. Mais ça va nourrir un système qui va empêcher, encore une fois, parce qu'un être qui revient dans son centre est un être qui est beaucoup moins manipulable. Donc, il représente, comme on le sait, parfois un danger pour un certain type de société. Et quand il revient dans son centre, il est même plus à l'écoute de son cœur. En fin de compte, le mental est au service du cœur et non l'inverse. On entend, Florinette, c'est vrai, on entend tout ça, le mental est au service du cœur. De mon point de vue, c'est faux. Et je vais le dire pourquoi. En tout cas, c'est partie vraie, partie fausse, ça dépend dans notre... Le cœur est important, mais il n'est pas vraiment plus important que le mental. Il est aussi l'instinctif. Les trois doivent être équilibrés. Le cœur est important parce que c'est une des voies. Elle reprend la voie, par exemple, du moine, si on parle des 3 voies, yogi, moine et mage, c'est-à-dire de l'adoration, du sacrifice, parce que c'est ça, derrière, la voie du cœur. Donc, c'est intéressant, mais c'est pas l'être nous. Il faut aller au-delà de ça. C'est-à-dire que le cœur est important, mais justement, moi, ce que j'essaye de démontrer, il ne faut pas devenir esclave de ses émotions. Oui, d'accord. Tu vois, l'émotion, elle peut t'amener à une hypersensibilité, que je sais très bien de quoi je parle, mais elle peut aussi t'emmener vers des mondes qui sont extrêmement mortifères et dangereux, dans le sens où tu te perds toi-même. Cette extrasensibilité, elle peut aussi être un défaut. C'est une qualité, OK, pour comprendre les choses, de ressentir tout de suite, etc. Mais aussi, ça peut être une voie, donc c'est au-delà du cœur, c'est le mental, mais le mental supérieur. C'est l'émotionnel supérieur et le mental supérieur. Quand ils fusionnent, on arrive à ce fameux supramental, qui est au-delà, c'est-à-dire on arrive à gérer nos émotions, on n'est plus soumis à ça. Ça ne veut pas dire qu'on me comprenne bien, qu'il ne faut plus avoir d'émotions, mais c'est qu'on n'est plus embarqué par ces émotions et qu'on sait les ajuster. Voilà. Oui, tout à fait. Puis qu'on connaît nos zones d'ombre. Parce qu'en fin de compte, c'est tout ça. Derrière, c'est toutes les forces, les démons, les zones d'ombre, c'est ça. C'est les parties d'entités qui nous suivent à travers ces plans migratoires, soit par la lignée, soit par des entités. Parce qu'il y a la lignée, mais il y a aussi les karmas de race, de peuple. De race, de peuple, de pays, de nation, voilà. Il y a aussi tout ça, ces karmas-là. Il n'y a pas que le karma individuel et transgénérationnel. Il y a aussi le karma, tous ces karmas qui s'ajoutent. Tu vois ? Oui, bien sûr, qu'on retrouve aussi dans le collectif, dans l'inconscient collectif, dans tout ça aussi. On est impacté par ça aussi. Absolument. L'inconscient collectif, il va jouer en fait sur tous ces karmas-là, effectivement. C'est pour ça que le retour d'individuation, il ne se passe que sur un travail d'individuation personnelle, individuelle, et que le collectif n'a aucune prise là-dessus. C'est un des écueils qu'on peut faire, et ça, j'en conviens, c'est qu'en pensant que le collectif va finir par influencer l'individuel. Non, l'inverse, c'est vrai, mais pas dans l'autre sens, parce que c'est en devenant de plus en plus sur notre source qu'on va modifier notre conscience, bien sûr, c'est une évidence, mais surtout notre état vibratoire qui va en syntonie. Même si, à un certain niveau, si tu veux, quand tu es plombé dans un endroit, évidemment, où tout le monde fait la gueule, par exemple, à prendre un truc plus tellurique, il faut déjà une force intérieure pour pouvoir résister à ça. C'est pas impossible. Mais voilà. Mais si on peut, si les personnes qui m'écoutent comprennent, c'est qu'il faut vraiment comprendre avant tout que ce cheminement est individuel. C'est que tout ce qui passe par des groupes trop importants, etc., on peut y passer, mais il ne faut pas s'y attarder. Il y a danger de perte encore plus d'individualité. Et là, je dis individualité, pas individuation.
Mm. Ouais, non, mais je comprends parce que moi, ça, j'ai ressenti déjà que des fois, tu sais, tu peux avoir des états de colère ou des états dépressifs, puis d'un seul coup, moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais pourquoi je suis comme ça? J'ai l'impression que ça ne m'appartient pas. Et en fin de compte, j'étais effectivement, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu disais, dans un lieu qui était assez lourd énergétiquement. Et je sentais que ça me touchait, mais ça me traversait et ça me rendait mais morose, triste, presque à vouloir pleurer, alors que je me demandais, mais pourquoi je suis comme ça? Toi, tu as fait appel à ton intelligence, là, à dire, mais ça vient pas de moi, ça vient d'ailleurs, effectivement. Peut-être que dans cet endroit, il y a eu des choses assez dramatiques qui se sont passées Certainement, antérieurement. certainement. Mm, Quand je dis antérieurement, le temps, c'est une illusion, hein. Tout se passe simultanément, hein. mm. Oui, oui, c'est vrai que le temps est une illusion. J'imagine que tu as dû aborder ça avec d'autres intervenants, peut-être. Oui, mm. Oui, tout à fait, le temps est une illusion. Mais maintenant, même les physiciens, beaucoup le disent, hein, que le temps Oui, est oui, ça discuté. a démontré. Voilà. Mais non, mais c'est très intéressant parce que ça va, pour moi, ça nous amène toujours à une libération, une fois vraiment il faut vraiment se poser et puis et s'écouter et puis se dire mais pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce qui est à moi? Enfin, tout dans tout ce magma émotionnel où je suis là-dedans. Et je trouve que Pas se laisser embarquer, c'est ça. observer, truc et séparer. Ouais. Voilà. Oui, Ouais. c'est ça. Et plus tu fais ça, parce qu'après, ça devient une réaction intérieure, plus tu vas comprendre ta notion de libre arbitre, où elle se passe, où elle se situe. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis en même temps, ben, le fait aussi, c'est que ça te libère de ces liens transgénérationnels. Quand on revient aux maladies, dans ces cas-là, oui, il y a des personnes, ou alors comme tu disais tout à l'heure, ah ben, à 18 ans, j'ai eu un enfant, là, tu n'as pas le libre arbitre. Parce qu'en fin de compte, c'est presque imposé. Là, les maladies graves, comme le disait cette dame qui avait découvert que il y avait de plus en plus dans une lignée familiale que des maladies graves. Mais là, où est ton libre arbitre? Parce que si tout le monde est malade, t'as pas. Enfin, je veux dire, le libre arbitre, là, effectivement, il est illusoire pour moi. C'est parce que voilà, la faille de l'âme n'a pas été intégrée, elle se rejoue indéfiniment. Le psychique, quand l'être arrive au monde, il a déjà tout son barda avec lui. Ouais, en fin de compte, l'âme, c'est pas une disquette vierge. C'est une disquette Ah vierge. non, elle n'est pas vierge. C'est ça. Elle est déjà bien remplie. Elle n'est pas vierge, mais Non. ça aura permis à l'être d'aller plus loin. S'il n'avait pas eu ça, il n'aurait pas pu passer de, par exemple, si on parle des races, hein, de l'Atlante, de l'être Atlante, au surêtre. Il a bien fallu qu'il passe par ce qu'on appelle la race indo-européenne ou la race aryenne, qui n'a rien à voir avec la deuxième. Rien du tout. C'est juste la race qui a reçu le mental, hein, mais le mental inférieur, ce qu'on appelle l'intellect, que les Atlantes n'avaient pas. Donc eux, ils avaient d'autres sens supérieurs comme la vision, le troisième œil, etc., hein, la télépathie parfois, etc. Mais on pourra dans une autre peut-être un prochain entretien, parler des 7 dons supérieurs de l'être. Mais c'est tout ça. Donc, tu vois, cette balance, hein, si on regarde par rapport à la tradition primordiale, c'est un U. Et tu vois le U là au niveau de là, on est dans cette barre de U, on est tout juste en train de remonter. C'est pour ça qu'on vit ce qu'on appelle une fin de cycle, une fin de paradigme, une fin de civilisation. Et donc, toi, tu peux aider des personnes dans ton. Ah oui. Voilà, on peut avoir des consultations individuelles et tu fais aussi, je pense, des séminaires. Absolument, en tant que médium et enseignante, je reçois individuellement. Et donc, Voilà ton site. voilà, absolument, en consultation, ce que j'appelle des lectures vibratoires et médiumniques, et aussi des accompagnements sur 3 séances à la détermination justement de l'identité de la posture karmique ou des postures karmiques et de la fameuse personnalité avec le néagramme des personnalités. Donc là, la personne va faire vraiment un pas de géant, je dirais, quand il y a cette reconnexion, parce qu'on va les fouiller, hein, c'est pas toujours agréable. Oui, c'est sûr. Là, une compréhension supérieure de tout ce qu'elle a vécu de façon inconsciente jusqu'alors. Donc, voilà ce que j'amène dans ces accompagnements vibratoires. Et puis, oui, j'ai un séminaire qui est sur pied, qu'on peut absolument voir dans l'onglet séminaire. Donc, l'idée, c'est de comprendre les influences. Hein. Donc, je propose en fait un cheminement de conscientisation par rapport au fameux
à tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, encore une fois. Donc, ça parle Ouais, c'est ça. d'individuation. Mais pourquoi Tout ils à se fait. mélangent pas? Et donc, Donc, moi, oui, alors en ce moment, c'est par Skype ou Zoom, justement, mais d'accord. en général, où cette interface se fait. Ah non, c'est vraiment c'est très intéressant, surtout que d'avoir cette compréhension à travers l'énagramme. Enfin, moi, c'est tellement clair. Parce que moi, en fin de compte, avant de lire ton ouvrage, je ne connaissais pas tout ça. Et je l'ai découvert à travers ton livre. Et puis là, aujourd'hui, je trouve que c'est bien que tu… En fin de compte, tu expliques clairement et puis on se rend compte, mais on se dit, mais oui, mais j'appartiens en plus à, par exemple, quand l'énagramme détaille, là je vais le repartager, ce que tu disais, l'énagramme sur Il y a la des blessures personne. originelles ou des… Alors voilà, il y a aussi les blessures originelles, oui, tout à fait. Donc quand tu dis… Oui, par exemple, si, voilà, prenons la blessure originelle du maltraité. C'est la posture 8. Voilà, c'est ça. Le chef, le moralisateur, voilà. Voilà. En fait, Voilà. c'est une blessure qui est liée par rapport à la mère. Hein. Entre 0 et 3 ans, le petit bébé s'est senti maltraité. Mais cette maltraitance, elle est subjective. Hein. C'est parce qu'il avait une prédisposition à l'engrammer comme ça qu'il le vit comme ça. Parfois, il y a aussi une réalité. Donc, c'est un peu les deux qui sont liés. Du style, le petit enfant n'a jamais eu ses affaires. Il a reçu les affaires soit d'un aîné, soit d'un voisin. Bon, j'extrapole, hein. Mais en tout cas, il y a une forme de maltraitance dans le lien mère-enfant. Voilà. Il fait qu'ensuite, il va vivre ça comme une faiblesse. Et puisqu'il ne veut pas revivre cette blessure primordiale émotionnelle de la maltraitance, il va faire tout pour devenir fort. Et qu'ensuite, ça ne le touche plus jamais. Donc, il va mettre l'émotionnel. C'est pour ça que c'est un centre qui fonctionne avec l'instinctif en premier. Il va donc être sûr de son action, de mettre sa puissance, hein, donc même physique, hein, souvent des gens costauds, pour ne plus être fragile par rapport à cette mère originelle. Hein, on est d'accord, hein, même si les personnes après sont en bon terme. Hein, il faut voir ce qui se trame au niveau de la psyché, hein, bien sûr. Mais ce conditionnement, l'idée, c'est de sortir, comme tu le disais, de ce conditionnement parce qu'il nous empêche de voir une réalité plus grande et plus authentique de nous-mêmes. De nous-mêmes, c'est ça. Bah, écoute, vraiment, c'était… moi, ça me passionne parce que ça nous impacte tous. On est quand même baignés dans ce monde illusoire. Et puis, avec toutes ces valises qu'on transporte, donc… c'est le travail, parfois, on peut juger ingrat, mais c'est le travail le plus transcendantal pour arriver à un éveil de soi. C'est vraiment, c'est la personnalité authentique, hein, c'est retrouver son centre de gravité conscient solaire. Hein. Je ne sais pas comment le dire autrement. Et quand on vient de plus en plus, on devient ce qu'on appelle un être multidimensionnel. Voilà. On sort à tout va, etc., en disant oui. Oui, même quand on fait un voyage astral, par exemple, on n'est pas conscient. C'est pas ça la conscience. C'est intéressant. On voit qu'il y a d'autres corps qui existent, mais c'est quand on fait tout ça en conscience par ce retour que j'expliquais. Exactement. Et ben écoute, là, tu le décris parfaitement dans ton livre Le chemin du soi et des mondes spirituels. Et là, vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ce guide, parce que j'ai vraiment envie de dire que c'est un guide qui explique ces étapes initiatiques qu'il faut, pas à pas, qu'il faut franchir. Et pour tous celles et ceux qui se sentent en perte de sens, surtout dans cette société en mutation, je les invite vivement à lire ton ouvrage parce que il est vraiment éclairant. Voilà. Merci beaucoup. Merci Florinette. Je t'en prie. Ce beau résumé, ce beau partage. C'est moi qui te remercie en tout cas pour nous avoir éclairés aujourd'hui sur ces points essentiels. Et puis pour tous ceux qui veulent aussi, je veux dire, approfondir ce chemin, enfin, c'est tout ce que tu viens d'expliquer, c'est dans ton ouvrage. Et on te retrouve également dans Génération Cité d'Or. Tu as écrit aussi un article sur le rôle de l'âme dans la programmation de l'être humain. Et là aussi, tu expliques
La différence entre l'âme et l'esprit. Voilà, ce qui est important, tu commences par expliquer ce qu'est l'âme véritablement. Et c'est aussi, c'est vraiment pour comment dire, nous mettre en lumière, bien distinguer surtout l'âme et l'esprit, parce que c'est vrai que souvent il y a des il y a des confusions, mais les deux sont importants, sont indissociables. Donc voilà, donc on va te retrouver dans cette revue. Voilà. Et la création aussi d'un blog. Oui. Initié, qui est tout juste pour la rédaction d'articles. Mais ça, c'est tout des... De toute façon, tout le monde peut aussi aller directement sur ton site. On peut aller sur mon site Christelle Hachette pour m'envoyer un message, commander le livre, même si en ce moment, ou sur Amazon, mais bon, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que là, en ce moment, oui. Voilà. Merci beaucoup, Christelle, pour ce moment de partage et qui vraiment nous libère. En fin de compte, nous amène les clés pour aller vers cette libération et de s'épurer de tout ce qui nous pèse dans cette vie pour enfin aller se reconnecter à notre être. Écoute, je suis contente. Merci, Florinette. Objectif atteint, alors. Voilà. Puis à très bientôt, Christelle. À bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir.